Bonjour, c'est Edouard Escarona, vous écoutez C'est à savoir, le podcast qui vous donne des clés pour comprendre une actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de la finale de la Coupe de la Ligue de football qui mettra aux prises en avant de Guingamp au Racing Club de Strasbourg, une finale qui aura lieu le samedi 30 mars à Lille. Pour en parler et planter le décor, nous avons demandé à Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur de Guingamp, de venir nous répondre à nos questions. Bonjour Jocelyn Gourvenec. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Ouest France. Avec plaisir. Alors, avec vous, nous allons parler de la saison de Guingamp, revenir sur ce championnat difficile. Nous allons aussi parler de la course au maintien et de cette finale de la Coupe de la Ligue que tout le peuple guingampais attend. Pour vous interroger, 3 journalistes de la rédaction sportive d'Ouest France. Tout d'abord, François Diffon. Bonjour François. Bonjour. Virginie Bachelier. Bonjour. Bonjour Virginie. Et Jean-Baptiste Maître. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, Jocelyn Gourvenec, quand on vous a dit ça il y a quelques mois, vous étiez au Canal Football Club tranquillement. Tiens, je vais aller sauver Guingamp de la relégation. Vous ne l'aviez pas imaginé. Non, pas du tout. J'ai eu des sollicitations à l'intersaison, quelques mois après mon arrêt à Bordeaux. Et j'étais, à partir du moment où il n'y a rien eu qui me plaisait en juin, je suis parti sur quelque chose de nouveau, sur ma participation au CFC, effectivement à Canal, et j'étais parti pour faire l'année, en me donnant la deadline de juin 2019 pour reprendre mon métier. Et quand est arrivée cette sollicitation de Guingamp que je n'avais pas du tout anticipé et imaginé, il a fallu prendre une décision, et j'avais envie de reprendre aussi dans ces conditions-là, dans ce club-là, un club qui avait beaucoup avancé, beaucoup bougé, avec des infrastructures de haut niveau maintenant, avec un challenge à relever, et j'ai laissé mon cœur parler. Alors vous aviez parlé à l'époque, quand vous êtes arrivé, de mariage de raison entre vous et le club. Pour moi, pour reprendre après mon break, reprendre dans un endroit que je connais bien, avec des gens que je connais bien, c'était sans doute le bon endroit. Et puis à un moment où pour le club c'était très difficile, avec un début de saison plus que difficile, c'était peut-être la bonne rencontre au bon moment. Et là, comment vous sentez alors quelques semaines plus tard? Vous êtes heureux à Guingamp? Depuis le début, je me sens bien. J'ai repris, je savais pas trop, j'avais pas coupé pendant plus de 10 ans, et je savais pas trop comment j'allais reprendre. Et finalement, ça revient très très vite. Les automatismes sont là, le cerveau se met en éveil très vite, et on repart au combat dans un métier que j'adore, qui est très sollicitant, mais que j'adore. Et j'ai jamais regretté depuis ma prise de fonction d'avoir repris, parce que même si la tâche elle est difficile, c'est quelque chose d'excitant et un beau challenge à relever. Alors une première question, François Diffon. Après ton départ de Bordeaux, on a remarqué que ça aurait pu être difficile pour toi de rebondir. Pourtant, cette équipe de Bordeaux a aussi beaucoup changé d'entraîneur depuis ton départ. Ça doit quelque part te rassurer de dire que c'était pas tes compétences qui étaient remises en cause par ce club. C'est vrai qu'il y a de l'instabilité. 5 changements d'entraîneur en un an, c'est même pas énorme. Ça se voit jamais, quasiment jamais. Parce que quand il y a un entraîneur pour 1 ou 2 matchs, un intérim, c'est aussi un changement d'entraîneur, ça impacte le groupe et les joueurs. Voilà, ça s'est arrêté pour plein de raisons. J'ai mes responsabilités aussi, évidemment. Mais pour que ça fonctionne dans un projet sportif, il faut qu'à tous les étages de ce projet-là, qu'on soit synchro, qu'on soit ensemble. Et à un moment donné, ce n'était plus le cas. Alors, après, il y a de l'instabilité. Il y a un nouvel actionnaire. Je ne peux pas parler des gens qui ont repris et qui sont là. Sur mon expérience, simplement, je suis allé à Bordeaux avec beaucoup d'envie. Je trouve que c'était un passage intéressant pour moi de passer de Guingamp à Bordeaux, dans un club avec une histoire et une habitude du plus haut niveau. Simplement, quand en mars 2017, M. Trio, mon président, parce que j'ai aussi fait le choix d'aller à Bordeaux pour travailler avec M. Trio. Le rôle de l'entraîneur, c'est aussi un duo dans un club, et c'est très important. Et quand M. Trio a été écarté en mars 2017, c'était derrière plus pareil pour moi. Et ça fait partie des expériences. Et puis, voilà, alors après, il y a eu des hauts, des bas. Il continuera à y avoir des hauts, des bas dans les saisons, je pense, des Girondins. Donc, il n'y aura pas plus de stabilité, notamment sur le plan technique.
Parce que ce qui apporte de la stabilité en termes de résultats dans un club, c'est la stabilité technique. Il n'y en a pas d'autre. Le marketing, la gestion financière, le traitement des transferts dans un sens, dans l'autre, tout ça sont importants. Le management des équipes administratives, tout a un rôle dans le club, mais ce qui fait avancer le bateau, c'est le sportif. Et dans le sportif, c'est la relation président-entraîneur et entraîneur avec toute son équipe, tout son team. Alors vous dites que la relation est importante et capitale dans un club entre l'entraîneur et le président. C'est aussi pour ça qu'à Guingamp, vous étiez plutôt rassuré de retrouver finalement un président avec qui vous aviez déjà fonctionné? On s'est rencontrés à Paris quand il m'a sollicité et qu'ils ont décidé d'arrêter Antoine. Donc il fallait qu'on se voit parce qu'on se connaît très bien, mais on se parle au téléphone. Mais il fallait mettre les choses à plat face à face et puis voilà, pour parler des mêmes choses. Et ça s'est très très bien passé tout de suite et c'est pour ça que le feeling étant bon d'un côté et de l'autre, on a décidé de retravailler ensemble. Une question, Virginie Bachelier. Oui, quand tu as retrouvé les terrains après une période d'inactivité, on le sait, du coup, entre Bordeaux et Guingamp, est-ce que ça a été un soulagement, entre guillemets, parce qu'on imagine que, comme tu l'as dit, après des années et des années sur les terrains, il y a eu peut-être une sensation de manque? Là, ça a été un petit peu difficile à la rentrée de septembre, en septembre 2018. Tant qu'on était dans l'été, des matchs du mois d'août, ça allait. Et puis c'était un petit peu plus difficile. Et puis ce qui m'a aidé à passer cette rentrée de septembre, c'est que j'ai repris avec le CFC. Et finalement, je suis parti sur une autre observation de la Ligue 1. Alors plus en tant qu'entraîneur, mais en tant qu'entraîneur qui observe tous les matchs. J'ai vu beaucoup de matchs pour le CFC. J'ai pris beaucoup de plaisir à être dans l'émission. C'est une émission qui est très très bien gérée. En coulisses, sur le plateau, l'équipe est très pro, mais aussi ça se fait dans une ambiance détendue. J'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience, mais mon métier c'est entraîneur. Et à un moment donné, voilà, c'est le challenge qu'on vous met sur la table. Après, on a le droit de dire non, on a le droit de dire oui aussi. Voilà, j'ai dit oui avec plaisir. Mais encore une fois, j'ai anticipé de quelques mois simplement ma reprise parce que je m'étais fixé de toute façon comme deadline juin 2019. Voilà, j'ai simplement anticipé ce retour. Est-ce qu'un licenciement, Jocelyn Gourvenec, ça fait partie du bagage d'un entraîneur de football? Est-ce que finalement ça fait partie de la formation de se faire débarquer d'un club à un moment ou à un autre? Ce sont des expériences de vie. On en connaît dans nos vies professionnelles. Le licenciement d'un entraîneur n'est pas différent du licenciement d'un employé, d'un artisan, des choses comme ça. On vit tous ça, j'imagine, dans des secteurs différents, mais un peu tous de la même manière, avec... Il y a un petit coup de déprime au départ, quand on a la décision qui tombe? Je sais pas, c'est souvent un peu un choc. Il y a plein de sentiments qui se mêlent et qui sont pas très agréables, mais je pense que c'est un passage obligé. On est un peu en colère, on s'interroge, on culpabilise. Il y a plein de sentiments qui arrivent. Mais après, il faut passer à autre chose. Il faut reprendre une activité régulière. Moi, j'ai refait beaucoup de sport. Voilà, je me suis un peu plus occupé de mes enfants, j'ai passé plus de temps avec mon épouse, ce qu'on fait pas beaucoup, on n'a pas trop le temps de faire en tant qu'entraîneur. La famille est importante dans ce moment-là. Bien sûr, c'était important. J'ai profité de refaire des choses que je faisais pas ou que j'avais jamais faites, sur des vacances, sur des choses comme ça, des choses qui sont, mais au bout d'un moment, il faut que l'envie d'entraîner revient au bout d'un moment. Après, j'étais pas pressé non plus. Mais ça fait partie du bagage. Un des premiers entraîneurs à m'avoir, parce que j'ai eu beaucoup de messages très sympas quand j'étais évincé. Et un des premiers qui m'a appelé, c'est Gérard Rouillet, avec qui j'échange de temps en temps. Et il était très positif parce qu'il a une grande expérience et il m'a expliqué que il fallait voir le bon côté des choses et que j'allais repartir, une fois digéré tout ça, j'allais repartir sur de nouveaux projets et que c'était la vie de l'entraîneur et qu'il fallait pas que je me tracasse sur mes qualités, sur ma capacité à faire des choses. Virginie Bachelier? Oui, est-ce que justement cette pause a pu être on va dire bénéfique en termes de fraîcheur quand tu as repris Guingamp, en termes de fraîcheur physique, mentale, plein de choses? Est-ce que finalement c'est un mal pour un bien qu'il y a eu ce temps d'arrêt et puis peut-être personnellement te sentir un peu plus fort derrière ça? Dans ma vie personnelle, certainement, parce que encore une fois j'ai pu refaire des choses avec ma famille, notamment mes proches. Et ça, c'est des choses qui comptent dans la vie, passer des bons moments.
et puis faire autre chose. J'ai pu aussi, j'ai pas mal voyagé pour aller voir comment ça se passait ailleurs. Je suis allé à Barcelone, à Liverpool, passé 4 jours. J'ai été voir du basket, j'ai été voir du rugby, j'ai été voir du hand. Je suis content d'avoir pu faire le Final Four à Cologne. Final Four de hand, c'était un grand moment. J'ai vraiment adoré. J'ai pu faire des choses que je n'avais jamais faites. Ça, c'était important. Après, sur la fraîcheur par rapport à mon métier, je me sentais pas fatigué ou usé quand ça s'est arrêté. Je voulais continuer avec Bordeaux. Et j'avais vraiment les mêmes sensations que l'année d'avant, où jusqu'à Noël, c'était K1, KA. Et puis après Noël, après la coupure, le groupe était reparti l'année d'avant. Et là, c'était les mêmes sensations. Ça repartait, le groupe était nettement mieux. Et je pense que le groupe l'a montré ensuite en faisant une belle deuxième partie de saison. Donc c'était un peu les mêmes sensations, ce qui fait que quand ça s'est arrêté, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir continuer alors que je sentais que ça reprenait bien. Jean-Baptiste Maître. Tu le disais, tu en as profité aussi pour voir d'autres sports. Est-ce que ça t'a servi pour ton retour sur les bancs, justement, de pouvoir aussi t'inspirer de ce qui se faisait dans le basket, dans le hand? Oui, parce que moi j'aime beaucoup à la fois les histoires de vie sur les sportifs, sur les entraîneurs, mais aussi la manière de manager ou de fonctionner. Et dans le rugby, il y a des petites choses, dans le basket, il y a autre chose, dans le foot aussi, mais il faut observer ce qui se passe autour. Et moi, je me nourris de ça. Après, il faut faut aussi se servir des choses que j'ai pas bien négociées, que j'ai mal gérées avant mon éviction. J'ai fait des erreurs. Il faut se servir de ça, mais aussi de ce qui se passe ailleurs, la manière dont fonctionnent les autres. Voilà, faut s'enrichir de tout ça pour ensuite se faire sa propre méthode et surtout se mettre à l'aise dans son propre management pour être en accord avec ses idées, sa philosophie, son mode de vie aussi, parce que c'est un peu tout ça. Mais c'est comme ça qu'on repart sur pas des nouvelles bases, mais sur quelque chose, je trouve, d'enrichi. François Diffon. Cet été, tu aurais pu déjà te réengager dans un projet. C'était Nantes qui te sollicitait. Visiblement. Entre autres, il n'y a pas eu que Nantes. C'est pour ça, il y avait d'autres pistes qui. J'ai eu 4 sollicitations, dont Nantes. Et c'était Nantes qui était la plus avancée, puisqu'on avait déjà parlé du staff, des choses. On a discuté. J'ai été sollicité par d'autres aussi. Après, avec Nantes, c'est allé un peu plus loin parce que je voulais qu'on discute et qu'on enrichisse et qu'on creuse pour fixer les bases. On ne s'engage pas comme ça sur un coup de tête. Il fallait cadrer les choses et en cadrant les choses, ça n'a pas matché. Et donc quand pour moi ça ne matche pas, je dis non. C'est aussi simple que ça. Et vous aviez décidé plutôt de rester en France ? Avec les clubs en France, c'était plus concret. Les clubs à l'étranger, il n'y a jamais eu il y a eu des prémices de discussion, mais il n'y a jamais eu un rendez-vous formel qui fait que on discute de manière plus précise. Ça, j'ai pas eu, mais j'étais pas fermé du tout à ça. Virginie Bachelier. Tu disais tout à l'heure que tu reconnaissais avoir fait des erreurs certainement à Bordeaux. Avec le recul, et sur quoi ça s'est situé ces erreurs? Parce que c'était plutôt dans le domaine de la communication, de ce genre de choses. Non, plutôt on avait fait une saison plutôt réussie, avec une deuxième partie de saison très réussie. Et je pense qu'on a un peu trop modifié l'effectif. Alors, pas que par choix, parce qu'il y avait aussi des joueurs que moi je voulais garder, mais qui eux ne voulaient plus rester du tout. Je pense à Roland par exemple, ou à Adam Ounas. Et je pense qu'il y avait encore des choses à faire avec eux. Et donc, eux partant, il a fallu corriger. Et puis, on a voulu un peu trop, je pense, modifier l'effectif. Et voilà, on n'a pas bien géré le cas de Nicolas Palois par exemple. Je pense que ça n'a pas été une bonne chose qu'il s'en aille. Après, il y a eu après, ce sont des choix d'équilibre d'effectifs qui n'ont pas été complètement réussis et qui n'ont pas eu de conséquences dans l'immédiat, parce qu'on a fait un très bon début de championnat. Mais petit à petit, ça s'est mal enclenché. Bon, voilà. Après, il y a eu je peux pas dire qu'on a vraiment bien travaillé ensemble. Il y a eu une bonne ambiance de travail. On n'a pas. Mais après, le fonctionnement du club faisait que il y a des choses qu'on pouvait faire et des choses qu'on pouvait pas faire, parce qu'il y avait aussi un actionnaire à Paris qui décidait de dire oui ou de dire non sur tel ou tel recrutement ou telle décision qui impacte le sportif. Voilà, donc ça, c'était des choses que sans doute moi j'aurais faites un peu différemment, mais après l'entraîneur reste l'entraîneur et il y a du monde au-dessus. Alors vous aviez parlé à l'époque, je me souviens, d'un manque de caractère. Aujourd'hui, quand vous
pensez un effectif où ce paramètre-là est un paramètre important, des joueurs avec du caractère? Oui, après, oui, évidemment qu'il faut du caractère. Après, dans un groupe, il faut bien doser. Il faut à la fois de l'expérience, il faut de la jeunesse, il faut des joueurs qui ont de la réflexion, des joueurs qui sont plus instinctifs, il faut des joueurs qui vont être plus techniques, d'autres plus dans l'aspect athlétique. Et c'est ce mélange-là qui fait la richesse de votre équipe. Mais je crois que la grande chose que je retiendrai de cette expérience, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Et on avait une équipe qui fonctionnait bien, un staff qui fonctionnait très bien. Et voilà, il faut faire attention quand on bouge les lignes, de les bouger avec dosage. Jean-Baptiste. Tu parlais de la deuxième saison à Bordeaux, où il y a eu forcément cette crise de résultats qui est arrivée. Et on a eu le sentiment de l'extérieur que tu te renfermais un petit peu plus à ce moment-là. Est-ce que c'était une façon de se remettre en question? Et dans le prolongement, est-ce que c'est aussi facile pour un entraîneur justement de se remettre en question quand on voit que rien ne fonctionne? Quand il y a des mauvais résultats qui durent, on tente plein de choses. Alors on peut jouer sur la compo d'équipe, sur la stratégie, sur l'organisation, sur le coaching, sur le discours évidemment en interne, pour le collectif, sur le discours en interne pour les joueurs en individuel. Et j'ai joué sur, vous imaginez bien que je ne suis pas resté les deux pieds dans le même sabot, mais quand après on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'effets, l'entraîneur à un moment donné il est un peu seul. Alors c'est notre responsabilité, on ne fuit pas nos responsabilités, simplement après il faut aussi que dans un club, et c'est pour ça qu'il y a du monde autour, il faut qu'il y en ait qui prennent le relais. Alors j'ai attendu un petit peu, puis après un petit peu beaucoup, puis après c'est devenu difficile, voilà, mais c'est comme ça, c'est une expérience. Alors vous avez retrouvé à Guingamp un contexte favorable pour exercer votre métier. Vous avez été surpris qu'un club comme Guingamp, qui est plutôt stable, soit contraint de se séparer de son entraîneur, Antoine Camboiré? Je m'y attendais pas, je pensais pas, même si les 6 premiers matchs perdus, et puis après il y a beaucoup de retard, donc on sait qu'il va falloir du temps. Je m'attendais pas à ça, après c'est le choix du club, et ça veut dire aussi que dans tous les clubs on a devoir de résultats, et on est jugé sur les résultats. Et ça, il faut l'intégrer. J'ai retrouvé à Guingamp un contexte plus apaisé, mais j'ai pas moins de devoirs de résultats qu'ailleurs, ou que d'autres. Et ça, c'est le dénominateur commun à tous les entraîneurs. Alors quand on est parfois dans les bonnes périodes, on peut penser que ça va pas durer. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Et il faut aussi un peu l'anticiper. Il y a souvent des signes avant-coureurs qui nous font dire que voilà, les résultats, ça marche bien, mais à un moment donné, ça risque de coincer. Et puis au contraire, et là c'est un peu notre saison, ça marchait pas bien, et puis il y a des signes qui montrent que ça progresse et qu'on avance et qu'on va y arriver. Jean-Baptiste. Par rapport à ces problèmes de résultats, comment tu gères toi-même la pression justement dans cette obligation de résultats? Comment tu fais feu de ça et tu arrives à te concentrer pleinement dans ton travail quand tu sais que tu peux être sur la sellette comme tu l'as été à Bordeaux, ou là avec Guingamp que tu joues une sauvegarde en Ligue 1? Il faut travailler et gérer ce qu'on peut maîtriser. Donc pas forcément le résultat du match ou le match en lui-même, mais tout ce qui est autour, la gestion du groupe, la gestion du staff, la stratégie, avoir des entraînements cohérents, que l'état d'esprit soit présent tous les jours de la part du groupe par rapport au travail qui est proposé, de bien préparer ces matchs, d'avoir supervisé l'adversaire, de savoir ce qui va revenir dans le jeu de l'adversaire. Toutes ces choses-là, tout ce que l'on peut maîtriser, il faut le maîtriser. Donc c'est ça, ce que j'appelle la tâche, il faut maîtriser sa tâche. Et après le reste, c'est la part des anges, hein. C'est ce qu'il y a en plus. Voilà, c'est le petit truc qui va tomber, comme par exemple en ce moment à la dernière minute ou dans le temps additionnel. Le petit truc qui tombe, on ne sait pas trop pourquoi il tombe, mais il tombe. Et je crois que ça se travaille en amont, à travers sa tâche. Ce qu'on a à faire, il faut vraiment être là-dessus. Et moi, je me mets là-dessus avec mon staff. Et on conditionne les joueurs aussi là-dessus. Parce que quand on prépare la semaine de Dijon, la semaine dernière, on ne peut pas dire aux joueurs en permanence « faut battre Dijon, faut battre Dijon, faut battre Dijon ». Tout le monde sait qu'il faut battre Dijon. Mais si vous le dites tous les jours, ça va être contre-productif. Et il y a de grandes chances que contre Dijon, ça ne passe pas. Là, au contraire, on connaît tous l'importance du match. Mais par contre, on se focalise sur des éléments concrets. Notre jeu, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont chercher Tavares sur du jeu long,
quand Slity va venir à l'intérieur du jeu, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça c'est du concret, on en parle et ça met les joueurs sur des choses concrètes et ça évite de se disperser et de se mettre une pression négative sur un résultat qu'on espère tous positif. Mais voilà, donc ça c'est vraiment des choses concrètes et c'est comme ça qu'on se met entre guillemets à l'abri d'une pression négative. Après le match, il faut le jouer mais je crois que ça se prépare toute la semaine. Alors Jocelyn, l'ADN de Guingamp, c'est justement de relever des défis, hein, c'est inscrit dans son histoire. Être en capacité de relever ce genre de défis, ça fait partie de l'ADN du club. Je crois que le club s'est construit là-dessus. Monsieur Le Gret a pris la présidence de l'En Avant Guingamp en 1972. Je venais juste de naître, donc ça date un peu. Et le club s'est construit là-dessus. Alors à travers la coupe et à travers des accessions, il a fallu, dans l'histoire du club, effectivement, que les acteurs du club, à tous les niveaux, joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters, jouent des coudes pour se faire la place, parce que c'était pas naturel du tout. Et quand on voit la place du club aujourd'hui sur la carte de France, de la Ligue 1 et du foot français, avec des titres gagnés, je trouve que c'est une belle entreprise. C'est devenu une belle entreprise qui s'est construite. Mais ce dont vous parlez, c'est effectivement ancré dans les mentalités. C'est surtout ça, c'est ancré dans les mentalités. Il y a parfois des joueurs qui arrivent à Guingamp qui ne sont pas comme ça, et puis qui viennent. Qui viennent parce que le contexte fait que vous êtes obligé de vous mettre dans une certaine forme de dépassement de soi, parce que ça fait partie du paysage local. Et ceux qui ne le font pas ont du mal à s'intégrer et à s'imposer. Voilà, alors après, à nous d'être bons dans le choix des profils des joueurs dont on sait qu'ils vont à la fois performer sportivement, sur le plan technique, mais aussi s'intégrer psychologiquement à un contexte qui réclame ça. Et ces valeurs-là, vous les avez retrouvées? C'est les mêmes valeurs que vous aviez connues quand vous étiez en national avec ce club? Oui, je retrouve ces valeurs-là complètement, parce que les gens n'ont pas beaucoup changé autour, que ce soit les dirigeants, les bénévoles, les salariés, les supporters, les médias aussi. Ça n'a pas beaucoup bougé. Les éducateurs du club, il y en a des nouveaux, mais il y en a qui étaient là. La seule chose je m'y attendais, mais que je n'avais pas connue, y compris lors je suis arrivé sur une descente de Ligue 2 en nationale, au moment où je suis arrivé à ce moment-là. Le club, la saison d'avant, jouait la montée en Ligue 2, en Ligue 1, et ça s'est fini en nationale. Donc il y avait un certain traumatisme, mais ça n'avait rien à voir avec le traumatisme que j'ai connu à mon arrivée, mi-novembre, avec des joueurs, mais aussi les gens autour en détresse psychologique. Alors chacun individuellement, il y avait une bonne ambiance, une assez bonne ambiance entre eux, une bonne entente, mais dans tous les entretiens individuels que j'ai faits, il y avait une détresse psychologique chez tout le monde. Ce qui était lié à la situation sportive. C'était la faute de personne, parce que quand c'est comme ça, tout le monde a... Donc il ne s'agit pas de cibler qui que ce soit. Simplement, il y avait vraiment un doute que personnellement, je n'avais jamais connu chez l'autre en tant que manager. Donc il a fallu mettre des coups de manivelle pour que ça reparte. François Le Diffon. Tu as eu presque l'impression d'avoir quitté après 2 ans et demi, tu as eu l'impression de revenir comme si tu n'avais pas quitté le club, si c'était passé un laps de temps très bref? Oui et non. Oui et non. Oui dans le temps, c'est pas très très long, 2 ans et demi. Mais non en même temps parce que on vit toute la semaine au Pro Parc, au nouveau centre d'entraînement. Et finalement, j'ai l'impression de revenir d'arriver dans un nouveau club, mais où je connais les gens. Parce qu'on a un cadre de travail qui est exceptionnel, qui colle aussi avec l'ambition de devenir meilleur sur l'échiquier. Il est fort probable que s'il avait fallu travailler dans les mêmes conditions qu'avant, au Roudourou, sous la tribune, sur des terrains pas au niveau, je serais sans doute pas revenu. Parce que c'est aussi une progression de pouvoir travailler dans des conditions comme ça, avec un club en mouvement, un club qui avance, qui s'est donné les moyens d'avancer. Et le club a beaucoup investi pour ça. Et je vois parfois des clubs qui profitent pas vraiment des années passées en Ligue 1 pour faire avancer les mentalités et les infrastructures. Je trouve ça dommage. Guingamp s'est donné les moyens de faire avancer à tout point de vue le club. Et c'est aussi pour moi un club qui bouge, qui est en mouvement, et un club qui progresse. Et ça c'est ce qui m'intéressait aussi. Virginie Bachelier.
Tu disais tout à l'heure que quand tu es arrivé à Guingamp, quand tu es revenu à Guingamp, tu as trouvé une situation que tu n'avais jamais vécue en tant qu'entraîneur. Elle touchait en plus des joueurs que tu connaissais peu, finalement, puisqu'il y avait très peu de rescapés de l'époque Gourvenec première ère. Et comment tu as géré ça, le fait d'arriver dans un effectif auprès d'un effectif que tu connaissais pas forcément personnellement, et en plus avec cette double peine, entre guillemets, de gérer des joueurs qui n'étaient pas bien mentalement à ce moment-là. C'était le gros du travail. Quand les joueurs sont pas bien, il faut remobiliser tout le monde. Donc pour ça, j'ai passé beaucoup de temps dans les entretiens individuels, l'ensemble des joueurs et aussi le staff. Parce que j'ai vu tout le monde, il y avait aussi des soucis à gérer autour de l'équipe. Et il faut aller vite. Il faut faire parler les gens, il faut que ça s'exprime. Et puis après, il faut se faire une synthèse de ce qui va mieux aller, ce qui va être compliqué. Bon, après, il y a forcément des surprises. Il y a des joueurs que j'ai bien sentis dans les entretiens qui ont un peu coincé, un peu calé. Et puis d'autres qui étaient un peu plus fragiles, qui semblaient un peu plus fragiles et qui se sont révélés. Je pense à Pedro Rebocho, à les Bogang Firi, qui aujourd'hui ont un très très bon niveau. Et ils étaient dans le doute, ils étaient dans l'inquiétude. Et finalement, avec des discussions et puis en se sentant un petit peu mieux, c'est reparti. Et ça, quand on arrive, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Voilà, et on est avancé comme ça pour que les têtes aillent mieux. On a fait beaucoup travailler sur le plan athlétique pour que les corps aillent mieux et qu'on puisse faire plus d'efforts et pas coincer à la 70e ou à la 75e où le mental prend le dessus parce qu'on fatigue un peu et où là l'équipe plonge, ce qui arrivait souvent. Et puis il a fallu remettre aussi un cadre tactique défini et clair, que je l'explique bien et que je sois très à cheval là-dessus pour donner un maximum de repères. Donc les têtes, le corps et puis le cadre tactique pour avoir une équipe qui tienne la route. Et aujourd'hui, on a une équipe qui tient la route. Alors comme on a pris du retard, ça s'est pas vu tout de suite, mais je pense que c'est en train de se voir. Jean-Baptiste ? Entre tes deux périodes guingampaises, est-ce que tu étais resté attentif aux résultats de l'équipe et est-ce que tu t'attendais à avoir autant de travail en arrivant, notamment sur le plan physique où tu disais qu'il fallait redonner un peu de coffre à tout le monde pour tenir pendant les 90 minutes ? Ouais, après c'était lié à la situation, parce qu'après je peux pas Antoine Camboiré et son staff, ils ont très bien travaillé aussi avant cette période où ça a moins marché. Mais ils ont bien travaillé aussi, alors on ne va pas faire le procès du travail de l'ancien staff. Simplement, il y a des choses à faire quand on prend en cours, et moi c'était aussi la première fois que je prenais en cours de saison. Donc c'est quelque chose de nouveau aussi pour moi. Il a fallu, ça a été un bon exercice aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est encore une nouvelle expérience qui sans doute va m'enrichir. Mais il n'y a pas de recette miracle. Quand je suis arrivé, il y a un supporter qui m'a le deuxième jour qui m'a dit je suis content que tu sois revenu parce qu'on retrouve notre magicien. Alors je lui ai dit non, je lui ai dit écoute, je t'arrête, c'est très aimable, mais je ne suis pas un magicien, je n'ai jamais été, je ne serai jamais. Mais ça m'a fait tilt quand même, et par rapport à la première période à Guingamp, où on a performé, mais je voulais pas qu'on me prenne pour un magicien ou un autre qui m'a appelé le druide. Mais il y a une part de magie dans ces rôles-là. Moi, j'ai pas de magie. Il y a du travail, il y a de la réflexion et c'est pas rentré dans votre réflexion, ça, quand on vous a proposé de revenir, de dire et si je décevais ces gens qui m'aiment tant ? J'ai pas pensé à ça. Mais pour couper court à ça, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a des joueurs qui vont penser ça aussi. Et que finalement, ils vont se dire bon, c'est bon, on a changé l'entraîneur et l'entraîneur il va bosser, ça va aller. Mais je savais très bien que c'était pas. L'entraîneur est un passeur. C'est aux joueurs il y a des choses à faire pour qu'ils se sentent mieux, mais après c'est aux joueurs de jouer. Il fallait que chaque joueur ait son mot à dire et apporte sa part au travail collectif. Alors j'ai voulu inviter tout le monde, tout le groupe, les joueurs et le staff. Ce que j'ai fait, on a fait une soirée ensemble. J'ai fait venir un magicien, un vrai. Donc j'ai fait venir un magicien de Paris, un gars qui est excellent. Mais il donnait pas des points. Il donnait pas des points, mais j'ai voulu mettre la soirée qui était très conviviale. C'était le soir de Ligue des Champions. Je sais plus quel match c'était. J'ai même oublié le match tellement j'étais pas focalisé sur le match. Mais on a regardé le match et puis le magicien a fait vraiment des trucs incroyables. Mais je voulais que les joueurs voient ce que c'était un vrai magicien. Et il a été super. Il s'appelle Siméon. Et les joueurs ont beaucoup apprécié. Mais
je voulais vraiment, voilà, c'était symbolique, mais je voulais qu'ils se rendent compte de ce qu'était un magicien. Mais que nous, dans notre groupe, dans le staff, dans les joueurs, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de magicien. Et on est parti de là. Et depuis, on construit. Et mission en cours, c'est pas encore fini. François Ledifond. Pendant ta période à Canal+, tu as porté peut-être un regard sur l'effectif de Guingamp. Quel était-il? Tu t'attendais à ce que ces joueurs soient à ce point en difficulté pendant une longue partie de ce championnat? Non, je m'y attendais pas. Mais après, quand la mécanique s'enraye, des fois, c'est difficile. Et c'est vraiment... parce que sur le papier, il y a beaucoup de qualité, il y a de l'expérience, il y a des jeunes, il y a des joueurs qui ont mis beaucoup de buts en Ligue 1 depuis le début de leur carrière. Des garçons comme Roux, comme Rodelin, comme Bénézet. Voilà, on ne pouvait pas penser que ça allait s'enrayer comme ça. Après, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu l'arrêt de Camara pour un problème cardiaque. Il y a eu le départ de Jimmy Briand qui n'était pas du tout prévu et qui a eu énormément de conséquences dans le groupe et dans le club, pour plein de raisons. Et ça, c'est plus un début de championnat raté, et plus ça. Le départ de Mouzialo qui a sans doute pas été compensé aussi. Le départ de Grenier, de Salibur, ça fait beaucoup. Et malgré ça, en ayant une équipe cohérente sur le papier, avec un début de championnat qui coince, et ben après, c'est un cercle vertueux qui a été négatif et dont l'équipe n'a pas réussi à se sortir pendant longtemps. La preuve, c'est que l'équipe vient de quitter la dernière place après 7 mois et 29 journées, ce qui est rare. Virginie Bachelier. Tu parlais tout à l'heure des supporters qui étaient contents de te voir revenir un peu comme le druide ou le magicien. Est-ce que tu peux comprendre leur déception, qu'ils ont parfois d'ailleurs manifesté? Parce qu'on a toujours tendance à dire que Guingamp reste Guingamp, mais ils se sont peut-être pris au jeu aussi. Est-ce qu'il y a un double sentiment vis-à-vis des supporters? On est dans notre mission et on fera les comptes à la fin. Alors aujourd'hui, la coupe, c'est en plus. C'est quelque chose d'extraordinaire à vivre, mais ça n'a pas été du tout planifié. En revanche, on a planifié un maintien et l'opération, elle est en cours. Donc, il n'y a pas de bilan à faire aujourd'hui. Il y a simplement une situation qu'on a corrigée et que j'espère qu'on va rendre encore meilleure. Et si c'est le cas, ce sera une bonne nouvelle. Jean-Baptiste. En revenant à Guingamp en cours des saisons, est-ce que tu n'as pas peur que dans ta carrière, tu sois affilié comme l'entraîneur d'un club? Je pense pas à ça. Encore une fois, je suis revenu et j'ai accepté le challenge qu'on me proposait et j'ai laissé parler mon feeling et mon cœur. Voilà, le reste, je n'en tiens pas compte. Les étiquettes, on en a tous. Les entraîneurs, on en a tous. Moi, ce que je veux, c'est continuer à progresser, prendre du plaisir dans mon métier. Et j'ai estimé que revenir à Guingamp, à ce moment-là, ça collait avec mon envie de prendre du plaisir et de continuer à progresser, de vivre une nouvelle expérience. Après, les étiquettes, ça reste les étiquettes. Mais moi, je ne tiens pas compte de ça. Alors, on sait, dans le football, les budgets comptent pour construire des effectifs et puis aussi avoir de la stabilité et de la sécurité. Est-ce que c'est pas le propre finalement de Guingamp d'être sur le fil du rasoir tout le temps et qu'une saison finalement ne peut pas faire l'autre? On sait qu'on est toujours sur le fil du rasoir. Néanmoins, le club a un peu plus de moyens qu'en 2013 quand on est monté. Après, c'est effectivement mécanique. Et c'est pour ça que les effets d'annonce, pourquoi pas, mais je n'y crois pas dans le sport de haut niveau. Il y a des clubs qui annoncent des ambitions très élevées. On fait progresser un groupe, même si on a moins de moyens que les autres, et on peut amener son équipe à un bon niveau, mais il y a toujours un plafond de verre. Et ça, le plafond, c'est le niveau de vos joueurs et le potentiel de vos joueurs. Si vous avez 500 millions d'euros de budget comme le PSG, vous pouvez aller chercher des joueurs d'un excellent niveau, et les limites de ces joueurs-là, elles sont très élevées. Si vous n'avez que 30 millions d'euros, vous allez faire un recrutement dans vos moyens, vous allez faire progresser parce que vous travaillez de manière cohérente, mais des effets d'annonce, vous ne pourrez pas aller performer plus haut qu'à une certaine limite. Il y a parfois des accidents positifs, Leicester en est un en première ligue, que Guingamp gagne une Coupe de France de temps en temps, ou une Coupe de la Ligue, sait-on jamais. Il y a des performances de temps en temps, il y a Nice qui arrive à se hausser au niveau de Monaco et du PSG il y a les 2 dernières saisons, mais quand même vous êtes toujours limité par le niveau général de votre effectif. Et ça, et je le répète, il n'y a pas de magie là-dessus. C'est mécanique. Alors après, la limite, elle est
Voilà. Aujourd'hui, pour aller concurrencer Paris et Lyon, il pourrait y avoir Monaco, mais ce ne sera pas cette année. Vous apercevez que même Marseille, Nice, Saint-Etienne, Lille y arrive cette année, mais voilà, c'est difficile d'aller concurrencer les plus gros quand vous avez moins de moyens. Et cette saison un peu plus difficile, vous plaidez aujourd'hui pour l'accident de parcours dans la construction du club ? Ouais, c'est des saisons un petit peu difficiles. Il y aura certainement un examen de conscience à réaliser en fin de saison pour voir ce qui a bien marché, ce qui a moins marché. Il y a certainement eu des choses qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont pas été complètement anticipées. Moi, il y a des choses qui me viennent comme ça, mais on en parlera tranquillement à tête reposée une fois que la saison sera finie et j'espère qu'à ce moment-là, on aura tous le sourire. François Le Diffon. Est-ce que tu t'attendais à autant de difficultés ? Est-ce que tu as été surpris de voir qu'il fallait encore plus de temps, plus de travail pour arriver à redresser la barre ? Alors, difficulté sur le fait de faire des résultats, c'est un fait, parce que ça a mis du temps avant qu'on reprenne des points régulièrement, mais pas sur l'investissement du groupe et la capacité du groupe à intégrer ce qu'on voulait. Ça a été bien fait et dès le départ, le groupe a adhéré. Après, calendrier, on savait aussi qu'il allait être très difficile en janvier-février avec des grosses équipes, Lille, Lyon, Saint-Etienne, on a Reims qui performe aussi. On savait qu'on aurait un début d'année civile difficile. Alors, il faut garder la foi dans ces moments-là, quand c'est un peu plus difficile. Mais le baromètre pour un entraîneur, et je me souviendrai toujours de la phrase de Reynald de Nouex. À un moment donné, j'avais discuté avec lui, comme je le fais assez régulièrement, et je m'interrogeais sur mon groupe qui avait du mal à répondre, à faire des résultats en étant dans une mauvaise période. C'était la première année de Ligue 1. Il m'a posé la question, est-ce que ton groupe travaille bien ? J'ai dit, ouais, il travaille très bien. Il me dit, alors t'inquiète pas. Voilà. Et ça, c'est pour nous un baromètre. Alors je sais très bien que les observateurs, les supporters, les médias, vous ne voyez que les matchs, et le match doit être le révélateur de ce qu'on fait. Mais il faudrait passer des semaines à l'entraînement pour avoir vraiment le pouls de l'équipe. Et je trouve que le pouls de l'équipe de Guingamp, il est bon. François, oui. C'est vrai que les statistiques, on n'a pas arrêté de vous en parler, vous dire que ça n'avait jamais été fait de se sauver après avoir passé autant de temps dernier de la classe. Est-ce qu'il n'y avait pas un côté excitant pour vous de montrer que de toute façon, il n'y avait rien d'écrit et que le maintien était possible ? Les stats, les datas sont importantes maintenant. On les utilise pour tout. Mais les sondages en politique ne sont pas toujours exacts. Les prévisions ne sont pas toujours les bonnes. Et puis dans le sport de haut niveau, même si les stats ont pris beaucoup d'importance aujourd'hui, il faut en prendre et en laisser. Sinon, le PSG serait qualifié en Champions League. Ils avaient 100% de chance de se qualifier en ayant gagné 2-0 au match aller. Je crois que c'est ça. Et pareil avant le match retour contre le Barça. Donc les stats, oui, mais en même temps... Voilà, les stats sont pas toujours exactes et on travaille pour montrer le contraire, évidemment. Virginie Bachelier. Pour rester dans les chiffres, est-ce que tu as en tête un chiffre qu'il faudra atteindre pour se maintenir ? Un nombre de points ? Est-ce que dans ta tête, sur cette saison, bien évidemment, parce qu'on sait que c'est pas pareil d'une saison à l'autre, est-ce que tu as déterminé un nombre ? Après, c'est un match à 4-5. Alors, ça va dépendre des autres résultats. Moi, ce que je souhaite maintenant qu'on ait passé 18e, c'est qu'on ne descende pas en dessous. On a Amiens qui est juste au-dessus de nous, et je voudrais qu'on récupère 5 points sur Amiens. On est à 7 aujourd'hui, mais on les joue le dernier match. C'est ce que j'aimerais. Et compte tenu justement de cette dernière place que vous avez longtemps occupée, est-ce que déjà être barragiste, par exemple, ça serait déjà une petite victoire ? On peut le penser, vu d'où on revient. Effectivement, on avait 7 points à mi-novembre quand on est arrivé, c'était très peu. Et on a pris un peu plus de points maintenant, mais ça reste encore dur et dur pour tout le monde. Bon, là on est à la bagarre, on est revenu dans la course qui n'était pas gagnée d'avance. Et pour que ça puisse se réaliser, il fallait aussi que les autres coincent autour de nous, ce qui s'est passé. Parce que s'ils avaient continué à prendre les points, on serait toujours derrière avec quelques points de retard. Et bon, on est en progression. Nous, par rapport à notre fonctionnement, par rapport à notre jeu, on est nettement mieux qu'avant, on le sait, à tout point de vue. Mais il faut que ça nous serve maintenant. Et on travaille pour finir mieux que les autres. Jean-Baptiste Maître. Sans dresser un bilan de la saison ni du mercato hivernal, il y a eu un choix qui a pu surprendre, c'est que vous avez choisi d'enrôler Didier Ndong et
Papy Djilobodji, j'ai perdu son nom, 2 joueurs qui n'avaient pas joué en club depuis un petit moment déjà, 6 mois pour Papy et 1 an pour Ndong. C'était un pari plutôt risqué. Alors pourquoi avoir fait ce choix vu l'urgence que la situation? Parce que ça a été des opportunités, et ce que vous dites est vrai, il y a plus de 6 mois pour Papy et 1 an pour Didier. Après, sur les renseignements qu'on avait, sur les rencontres qu'on a eues avec eux aussi, par rapport à leur état d'esprit, on a pris certaines garanties. On savait que c'était des garçons qui manquaient de compète, mais qui allaient vite se mettre dedans à travers l'entraînement. Après, on ne sait jamais en combien de temps ils vont retrouver un niveau de performance élevé. On voulait des joueurs qui connaissent la Ligue 1, prioritairement. Le seul joueur qui n'avait pas ce critère-là, c'était Johan Larsson, mais il était libre et c'était un recrutement intéressant quand on l'a fait. Après, vous savez très bien qu'un marché hivernal est très compliqué. Les joueurs qui marchent bien, qui ont une bonne dynamique, ils ne changent pas de club. Et vous ne pouvez être à l'affût que de joueurs à la relance ou sur des prêts. Et vous auriez pu rajouter Alexandre Mendy aussi dedans, qui avait été blessé longtemps à Bordeaux, qui lui avait déjà rejoué de nombreuses reprises avec la réserve de Bordeaux. À moins d'avoir les moyens de Monaco. À moins d'avoir les moyens de Monaco, la fiscalité de Monaco, l'attrait de Monaco, parce que eux ils ont recruté une nouvelle équipe. Ouais, quasiment une nouvelle équipe avec des transferts incroyables, des salaires, je vous en parle même pas. Alors ils ont ces moyens-là, bravo, et ils ont fait un bon recrutement. Après, nous avec nos moyens et notre place de dernier, il fallait convaincre des joueurs qui doivent se relancer ou qui doivent passer de Ligue 2 en Ligue 1 comme Mehdi Merguem, que Guingamp est le bon endroit pour eux. Et c'est pas facile, quand vous êtes dernier à la trêve, de convaincre des joueurs et de vendre votre projet sportif en leur disant « il y a des choses à faire et je pense que tu colles à notre projet ». Voilà, alors ça c'est des arbitrages après, mais on est content des joueurs qu'on a eus parce que la mentalité est excellente. Ce sont de très bons joueurs, très professionnels, ça c'était important pour nous. Après, sur la performance brute de chacun des joueurs, on peut débattre, on peut en parler. Et je pense qu'ils ne sont pas complètement encore à leur niveau. Mais leur arrivée a stimulé aussi tout le monde et ça a haussé le niveau de tout le monde. Jean-Baptiste. Est-ce que justement, au vu de la situation sportive en décembre, janvier dernier, il y a des coups comme ça qui vous ont échappé? Que vous n'avez pas pu faire parce que Guingamp était dans cette situation de lanterne rouge de Ligue 1 Je sais pas. Sans doute, mais on ne le sait pas toujours. Après, bref, vous savez, c'est un jeu. C'est un jeu, on est dans un jeu de rôle. Et quand je pense qu'on aura un peu plus d'appels en se maintenant en Ligue 1 en fin de saison que là. Et en étant européen, peut-être. Ouais, ça, je ne veux pas aller sur ce terrain-là, on verra. Et puis, il y a des agents qui rappelleront quand on leur aura laissé des messages... On leur aura laissé des messages en fin de saison. Je pense qu'ils rappelleront, ce qui n'était pas toujours le cas au mois de janvier. Ils ne rappelaient pas toujours. Voilà, donc c'est un jeu de rôle, faut comprendre les messages. Mais c'est vrai que le mercato n'a pas été évident. Il fallait impacter le groupe intelligemment. En tout cas, on a, du point de vue de l'harmonie du groupe, on l'a bonifié. Et ça, par rapport à une mission comme la nôtre, c'était aussi très important. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect vie de groupe. État d'esprit, mentalité, et là-dessus, les 5 joueurs qu'on a pris, ils sont exemplaires. Alors dans ce contexte pesant, il y a un coin de ciel bleu, et un beau ciel bleu avec cette finale de Coupe de la Ligue, presque inespérée, mais vous l'avez gagnée et de haute lutte. Une finale pour Guingamp, une finale nationale, ça reste exceptionnel. C'est exceptionnel, 3 finales en 10 ans, c'est exceptionnel. Il y a peu de clubs qui le font, à part le PSG et le Marseille de Didier Deschamps. Être aussi régulièrement dans la fin des compétitions, il y a eu beaucoup de demi-finales aussi. Ça veut dire qu'il y a de la perf. Après, c'est du plus, c'est du fun. Ça embellit une saison. Si vous faites attention au mois quand on fait la présentation, quand vous faites, parce que moi je fais pas, mais quand vous les médias, vous faites les présentations des équipes en début de saison, vous faites parler les présidents, les entraîneurs, parfois les joueurs. Et il y a toujours 1 club, 2 clubs, 3 clubs, 4 clubs qui disent voilà, on veut faire une belle saison, on pense qu'on va être meilleur que l'année dernière. Et puis on aimerait bien gagner une coupe. Ça revient souvent, ça. On aimerait bien gagner une coupe. Et c'est de plus en plus dur avec Paris. Hein. Ouais, c'est de plus en plus dur. Sauf que gagner une coupe, ça se planifie pas. Ça, vous pouvez le dire, mais c'est pas, ça se construit un parcours en coupe. C'est d'abord le tirage du premier tour, puis du deuxième tour, etc.
vous planifiez pas ça se planifie pas, sauf pour Paris. Et cette année, ils les gagneront pas toutes. Mais un parcours de coupe, c'est pas une mentalité de coupe, c'est pas une mentalité de championnat. Le championnat, c'est 38 journées, c'est très long, vous construisez. Un parcours de coupe, ça se construit aussi, mais vous êtes dépendant du tirage, vous êtes dépendant de tout un tas de choses, du turnover pour ceux qui font le turnover. Et voilà, ça se planifie pas. Par contre, il y a un petit, on a parlé de magie tout à l'heure, il y a un petit côté magique dans les tours de coupe et dans les exploits qu'on peut réaliser. Nous, on a éliminé Nice, Paris et Monaco. Ça reste des grands moments, mais la logique aurait voulu que ces 3 équipes battent Guingamp. Sauf que en coupe, il se passe ce qui se passe et c'est ça qui fait la beauté de cette compétition. Mais vous avez mérité votre finale. Je pense parce que, notamment la victoire à Nice contre Angers d'abord, parce que c'était Antoine pour le premier tour contre Angers, en 16e. C'était au pénalty, donc là, ça ne se joue pas à grand-chose. À Nice, c'est pareil, le match est assez serré. On a sans doute les meilleures occasions, mais ça se gagne au tir au but aussi. Et puis le match à Paris, où là, on est allé chercher notre qualif, en allant dans la surface de Paris, en mettant Paris à la faute 3 fois, sur des pénaltys évidents. Et ça, c'est pas anodin. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le font et on a réussi à le faire. Alors, il faut l'apprécier, on ne va pas se gargariser de ça, mais on est allé chercher notre qualif. Et après, contre Monaco aussi, parce qu'on a raté notre première mi-temps, on était à 11 contre 10, on était mené 2-0, il a fallu renverser le match et on a réussi à le faire. Voilà, ça, ce sont des choses qui doivent donner confiance et de se dire, si on est au rendez-vous à la fin, au stade à Lille, c'est qu'on est allé le chercher. Maintenant, il faut faire le match. Et ce match face à Strasbourg, il était important de gagner contre Dijon au championnat pour bien préparer cette finale. C'était mieux. Quand on s'est qualifié contre Monaco fin janvier, je savais qu'on avait un peu plus de 2 mois pour préparer la finale et j'avais un secret espoir au fond de ma tête de me dire, voilà, ce serait bien qu'on en ait 2 derrière nous au moment où on va préparer la finale pour libérer les joueurs, avant de se remettre la tête dans le championnat à l'issue de la finale. Mais c'était... alors on a mis du temps, et on a raté plusieurs fois l'occasion de le faire, et on l'a fait parce que je crois aussi que ce groupe, cette année, a besoin d'être un peu dos au mur pour performer. Vous croyez aux signes ? Parfois. Sortir de la zone rouge juste avant la finale, vous vous dites pas, tiens, il y a peut-être quelque chose qui est en train de tourner ? Ça fait un petit moment qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui a tourné quand même, parce que les matchs ne ressemblent pas à ceux d'avant. Il y a des faits de jeu et des faits de match, un scénario qui tourne en notre faveur régulièrement maintenant, et ça, il faut le cultiver. Mais c'est vrai que c'est pour préparer, on se sent un peu plus léger depuis la reprise après Dijon, parce que pour préparer un événement comme ça, il faut avoir la tête libérée et ça pouvait pas être mieux que ça. Alors après, une fois que la finale sera passée, et j'espère qu'on aura un titre, il faudra se remettre dans le championnat très très vite. On n'aura pas le temps d'apprécier une issue favorable si elle doit être favorable. Quand on travaille pour ça, il faudra vite se remettre dans le championnat. François Diffon. L'esprit coupe, ça existe dans les clubs. Il y a des clubs qui se spécialisent par la coupe. Qu'est-ce qu'il y a à Guingamp pour justement cet attrait pour les coupes? Alors, il y a 3 finales en 10 ans, c'est assez exceptionnel, surtout au haut niveau. Même dans l'histoire du club, il y a plusieurs années, c'était déjà comme ça que Guingamp s'était fait connaître par la coupe. 62. Ouais, c'est vrai. Par la Gambardella et puis par la Coupe de France aussi chez l'équipe 1. Mais je sais pas, c'est un parfum un peu spécial. Moi, comme joueur, j'ai pas fait beaucoup de parcours en Coupe de France ou Coupe de la Ligue. J'ai fait des parcours en Coupe d'Europe, en Europa League ou en Champions League avec Nantes et Marseille, mais pas dans les coupes nationales. Et finalement, on se prend au jeu. Je crois qu'il y a aussi il y a quand même sur des choses concrètes la volonté de ne pas snobber aussi le match de coupe qui arrive. Il y a beaucoup d'équipes qui font du turnover, qui font jouer les jeunes pour donner du temps de jeu. Moi, je sais pas ce que c'est de donner du temps de jeu. Je donne pas du temps de jeu, c'est les joueurs qui vont chercher le temps de jeu. Je mettrai jamais un joueur qui me fait une mauvaise semaine avant un match. S'il va pas chercher son temps de jeu et s'il montre pas, comme m'a fait Mehdi Merguem avant Dijon, qu'on peut lui faire confiance et que ça va bien se passer parce que tous les signaux sont ouverts, on fait pas des cadeaux quand on est coach. Et faire tourner, donner du temps de jeu sur des matchs de coupe, moi j'ai ça en horreur. Voilà. Alors après on peut coacher, on peut faire reposer certains qui en ont besoin pour pas que ça pète. Ça oui, c'est du concret, mais donner du temps de jeu, faire du turnover, moi c'est des choses que j'exècre. Virginie Bachelier. Est-ce que dans l'autre sens, la Coupe de la Ligue, le parcours que vous avez eu jusqu'ici en Coupe de la Ligue avec les joueurs, a eu un effet bénéfique peut-être sur le championnat, individuellement, et puis peut-être aussi dans la vie de groupe?
Oui, c'est un peu la même chose l'année où on est remonté en Ligue 1. On avait eu janvier-février très très difficile. On avait du mal à prendre des points, on gagnait pas de match. Et puis, on arrivait quand même à gagner en coupe. On avait gagné à Bourg-Péronas, on a gagné à Concarneau difficilement, on a gagné à l'Île-Rousse, on a gagné à Cannes. Voilà, et ça s'est construit. Et finalement, le fait de quand même avoir un vestiaire qui rigole régulièrement en gagnant un match de coupe, ça a égayé, ça a donné une meilleure ambiance de travail. On n'était pas la tête dans le seau avec nos mauvais résultats du championnat. Et ça aide aussi, et c'est des vases communicants. Et une victoire par-ci, une victoire par-là, ça apporte un peu de gaieté au groupe, et ça donne surtout un peu d'estime de soi à chacun. Et l'estime de soi dans le sport de haut niveau, elle est très importante, parce que si vous n'avez pas un minimum de faits positifs sur ce que vous produisez, c'est très compliqué. Vous pouvez plonger. On voit des joueurs de tennis qui plongent parce que c'est un cercle négatif qui se met en place. Et voilà, on peut voir, surtout dans les sports individuels, je trouve, des sportifs qui s'écroulent à un moment donné, on ne comprend pas trop. Mais c'est un peu ça, voilà, l'estime de soi est importante, et la Coupe nous a aidés il y a quelques années et nous aide encore cette année. Jean-Baptiste Maître. Vous avez eu aussi avec la Coupe un sacré retour de bâton, après avoir notamment éliminé le PSG chez eux. Vous y êtes déplacé en championnat où vous avez pris 9-0. C'était un peu la conséquence aussi de cet exploit en quart de finale. Ouais, ça a été vraiment un match très spécial, 10 jours après notre victoire au Parc. Alors, à la poignée de main de Thomas Tuchel à la fin du match de Coupe de la Ligue, j'avais déjà compris ce qui nous attendait 10 jours plus tard. Pourquoi ? Disons qu'il m'a serré la main de manière un peu spéciale. Il a fait passer les messages. En tout cas, moi, je les ai perçus comme ça. Mais c'est vrai que ils ont voulu, Mbappé en a bien parlé, ils nous ont volé notre coupe. C'est ce qu'il a dit, hein. Et donc ils ont eu un sentiment de frustration énorme, qu'ils ont voulu rectifier les choses. Et je pense que dans leur discours, dans la préparation de leur match, je ne pense pas que Thomas Tuchel ait eu besoin de faire beaucoup de grands discours. Les joueurs se sont pris en main et ont voulu faire respecter la hiérarchie et respecter leur parc, et ils nous ont sanctionnés. Et ça a été très difficile, mis à part les 10 premières minutes où on est bien, jusqu'au premier but. Et après, ils ont appuyé, et s'ils avaient pu mettre 15 buts, ils auraient mis 15 buts. Depuis, je les vois, je pense souvent à ce match-là quand je les vois jouer. Et depuis ce match-là, quand il y a 3-4-0, ils font une conservation de balle, ils n'appuient pas. Contre nous, ils ont appuyé jusqu'à nous faire exploser. Ça a été douloureux, mais il fallait sans doute en passer par là après notre exploit. François Duffon. Mais à choisir, je suis content. Je suis content d'avoir réussi ce qu'on a réussi en Coupe de la Ligue. Si le prix à payer, c'était ce 9-0, allons-y. Même si mentalement, ça doit pas être facile de remobiliser un groupe après un 9-0. Ça a été très difficile, mais ça ressemblait à notre 7-2 contre Nice en Ligue 1. On a perdu 7-2 avec un quintuplé de Barbosa ou d'un Brésilien de Nice, là, je sais plus comment il s'appelait. On avait perdu 7-2 à domicile, c'était très très douloureux. Mais c'est des matchs où rien ne va, où ça tourne mal. Où c'est trop gros pour être vrai, et le 9-0 était trop gros pour être vrai. Alors on rejouait 4 jours plus tard à Nancy en coupe, et on a regagné à ce moment-là, et finalement ça a chanté l'effet de tsunami possible d'un 9-0 sur un match comme ça. Voilà, on a réussi à regagner tout de suite, et la victoire est évidemment salvatrice dans ces moments-là. François Duffon. Est-ce que la Coupe t'a permis aussi de vous faire évoluer ton jugement par rapport à certains joueurs au niveau des gardiens notamment, la hiérarchie a été inversée. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont peut-être se sont dit tiens, ça peut être une bonne solution Ouais, je pense que les matchs ont été importants pour un certain nombre de joueurs. Je pense à Cheikh Traoré aussi, qui a fait un grand match au Parc, qui a montré que sous pression, contre des grands joueurs et avec un contexte difficile, il pouvait performer. Je pense que ça l'a libéré aussi. Après, c'est vrai que Marc-Aurèle Caillard est l'exemple assez marquant de ce parcours pour l'instant en Coupe de la Ligue, parce qu'il a performé sur les séances de tir au but, et il a réussi à gagner le respect de ses partenaires à travers cette Coupe. Et voilà, ça nous a aidés, et ça continue de nous aider. J'espère que ça va durer. Ça voudra dire qu'on a fait un bon résultat en finale. Ça nous aide à être un peu meilleur. Et voilà. Alors, s'il n'y avait pas eu la Coupe, il aurait fallu trouver d'autres clés, d'autres leviers.
Mais on s'est servi de la coupe pour ça. Alors Jocelyn, Guingamp-Strasbourg en finale, une finale un peu inattendue. Qui part favori de ce match? Par rapport à la dynamique de la saison, je dirais Strasbourg, parce que ils font une très très belle saison pour une deuxième année de Ligue 1. Ils ont battu aussi des équipes difficiles. Ils ont battu Marseille, ils ont battu Lyon à Lyon, ils ont battu Bordeaux chez eux en demi. Bon, c'est un club qui revient de loin aussi. On était à la bagarre avec eux en national pour remonter en Ligue 2. On l'a fait, on finit 4e. Et après, il y a eu le dépôt de bilan, ils sont repartis en CFA2. Donc, ils reviennent vraiment de très loin. Les deux clubs se ressemblent un peu. Il y a de la valeur de générosité, d'engagement, un gros public aussi. Ouais, il y a un gros public, c'est vrai. Il y a aussi un relationnel particulier avec la coupe. Voilà, je trouve que là, sur le papier, les équipes se valent à quelque chose près, je trouve. Après, sur la dynamique de la saison, je dirais Strasbourg. Ils ont un petit avantage. Même si c'est un peu plus dur depuis quelques semaines. Ils sont moins dans l'euphorie qu'au début de janvier. Ouais, après c'est les cycles des saisons. Après, ils partent avec un petit avantage. Après, c'était un peu la même chose en 2014, où Rennes avait quand même un petit avantage, et sur le papier, et puis sur la saison. Mais on avait quand même réussi à inverser cette tendance, et on va essayer de le faire à nouveau. François Diffon. Strasbourg semble aller moins bien depuis leur qualification pour la finale. Apparemment, c'est quelque chose, une approche qui semble un petit peu les faire déjouer, alors qu'à Guingamp, on sait qu'il y a une étonnante sérénité à l'approche de ces grands événements. Ouais, vous avez assisté à nos entraînements. C'est vrai que l'ambiance est détendue, et je crois qu'on a aussi l'habitude de ces événements-là. Ce sera la 3e finale de Guingamp sur les 10 dernières années. L'ensemble du staff aujourd'hui à Guingamp a connu ça aussi. En 2009, en 2014. Là encore, on a récupéré dans le staff Thibaut Giresse qui l'a gagné en 2014. Donc on a la connaissance de ces événements-là. Alors on le prépare bien. Voilà, faut pas partir trop tôt. Le match, on va le jouer le 30 au soir. Mais après, je sais pas comment Strasbourg se prépare, mais en tout cas, nous, on est mieux aujourd'hui. On prépare avec beaucoup de sang-froid la finale, et voilà, on fera en sorte de faire le petit retard qu'on peut avoir sur les pronostics. Virginie Bachelier. Comment tu la ressens justement cette finale? Est-ce que tu penses que tes joueurs sont capables et vont oublier un petit peu le championnat le temps d'une soirée? Est-ce qu'on peut se mettre dans une bulle vraiment à ce moment-là? Pour l'instant, on y est arrivé. Ça avait été le cœur de mon discours avant le match à Nice, avant Noël. Voilà, on savait que ce serait un match difficile à Nice. Mais je voulais qu'on se mette dans une parenthèse, dans notre bulle, sur la Coupe de la Ligue, et qu'on fasse un bon match pour nous, d'abord. D'abord un bon match pour nous. Après la qualif, si ça veut sourire, mais ça, vous le maîtrisez pas forcément. Et puis après, contre Paris, ça a été pareil, et contre Monaco, pareil. Donc jusqu'à présent, le groupe a plutôt bien répondu à ce discours de motivation, d'en faire un match à part, où on veut être, nous, à notre rendez-vous. On veut être à notre niveau, relever le défi du match. Après, ça passe pas, ça passe difficilement ou pas, ça c'est autre chose. Mais qu'on puisse être fier de notre match. Je crois, si j'ai bien entendu ce qu'a dit Julien Stéphan aussi dans l'approche des matchs de Coupe d'Europe contre Séville et contre Arsenal, c'était un peu ça aussi. C'était réussir nous notre match. Après, si l'adversaire est plus fort, il est plus fort. Mais voilà, c'est toujours un défi de mettre des choses en place, de mettre une stratégie, d'avoir des idées bien claires dans ce qu'on va avoir à faire, de les anticiper. Et si on arrive ça, peut-être qu'on peut gagner. Et si on y arrive et que l'adversaire est plus fort, on a quand même été à un bon niveau, on n'a pas à se reprocher d'avoir raté ça et ça dont on avait parlé. Je crois que le défi, il est là. Et depuis le début de saison, on arrive à se mettre dans cette bulle-là. J'espère que sur le dernier match, on y arrivera aussi. Une dernière question, Jean-Baptiste. Pour finir, on va réfléchir de manière très binaire. Si tu avais le choix entre gagner la Coupe de la Ligue et une qualification en Coupe d'Europe ou un maintien en Ligue 1. Mais vous savez déjà que je vous avais déjà ma réponse. Mais justement. Les deux, mon capitaine. Mais non, mais justement. J'ai pas le droit de répondre les deux, mon capitaine. Pas le droit de dire les deux. Il faut vraiment choisir. Il faut vraiment faire un choix. Comment je vais vous le tourner ou l'expliquer? Je dirais que jusqu'au 30 mars, je mise tout sur la Coupe de la Ligue et une victoire en Coupe de la Ligue.
Et après le 30 mars, je mise tout sur la Ligue 1. C'est un peu une réponse de Normand. Alors Jocelyn, vous étiez parti de Guingamp pour... De Breton. Vous étiez parti de Guingamp pour continuer à grandir en tant qu'entraîneur et finalement, c'est peut-être Guingamp qui va encore garnir votre palmarès. C'est quand même assez étonnant. C'est possible. C'est vrai que Bordeaux arrive aussi à gagner des titres assez régulièrement. On avait échoué contre Paris en demi-finale de Coupe de la Ligue la première année. Ça avait été trop difficile avec un grand Paris, encore une fois. Et c'est vrai qu'il laisse peu de choses aux adversaires. Je me souviens qu'en 2013, Saint-Etienne a battu Paris en quart de finale de Coupe de la Ligue et a réussi à l'emporter contre Rennes en finale. Et nous, on a profité aussi l'année d'après en Coupe de France de l'élimination de Paris par Montpellier et on a réussi à se faufiler. Et cette année, alors c'est nous qui nous sommes offerts cette élimination du Grand Paris. J'espère simplement que ça nous sera profitable et qu'on ira au bout. Gagner un titre dans une carrière de joueur ou d'entraîneur, c'est pas anodin. Quand ça se présente, faut aller le chercher. J'ai raté ça de peu quand j'étais joueur et j'en ai encore parlé récemment à mes joueurs, ça me hante encore parfois. C'est des choses qui restent et ça, faut pas le laisser passer. Et ça sera la teneur de mon discours avec eux, ne laissez pas passer cette occasion. Voilà. Alors pour finir, est-ce que vous serez toujours entraîneur de Guingamp si vous descendez en Ligue 2 ? Oui. Merci beaucoup Jocelyn Gourvenec d'être venu jusqu'à nous. Merci. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.